Bonjour Pierre, bonjour Geneviève. Merci d'avoir accepté de participer à cette pause sur le dialogue intérieur. Donc, si c'est OK pour vous, je vais vous poser quelques questions, mais peut-être d'abord un petit mot sur vous. Un petit mot sur nous. Tu me laisses prendre la parole. Écoutez, c'est difficile de répondre, de résumer presque 80 ans de vie multipliés par deux. À l'heure actuelle, on est donc des consultants en développement des personnes et des organisations. Et on a travaillé depuis 35 ans avec l'esprit de Jung, à la fois la typologie pour commencer, et puis ensuite le dialogue intérieur qu'on a donc combiné harmonieusement. Et à l'heure actuelle, nous nous apprêtons à changer de perspective puisqu'on a vendu notre société aux Iris Conseil et on vole vers de nouveaux horizons. On ne sait pas lesquels d'ailleurs, mais on vole avec certitude. Mon côté, je viens à résumer le côté professionnel. Je pourrais préciser que nous sommes tous les deux des parents, des grands-parents, pas encore des arrière-grands-parents, bien que certains des petits-enfants seraient largement en âge de faire leur devoir de procréation pour la nation, mais enfin bon, ils ne sont pas là. Et donc, nous avons l'avantage de faire à la fois d'être un couple professionnel, personnel, et non seulement de vivre et travailler au pays, mais dans la même maison. Super, merci. Merci. Il se situe près de Fontainebleau, à Vernoux. Voilà. Un très beau coin, je confirme. Nous avons quitté Paris en 98 justement pour ouvrir un centre de formation qui est toujours là dans la maison. Voilà. Alors Pierre et Geneviève, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le dialogue intérieur? Vas-y, à toi l'honneur. Eh bien, je pense que c'est pour chacun quelque chose de différent. Pour moi, c'est, je dirais, un art de vivre, une philosophie, quelque chose qui a tellement apporté de sens à ma vie que c'est central en fait dans ma vie. C'est pourquoi que j'aime l'enseigner, le transmettre et surtout c'est une démarche qui est donc inspirée de Jung qui permet d'opérationnaliser la pensée de Jung, qui est donc le processus d'individuation, qui consiste justement en gros à se réaliser, à devenir qui l'on est. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre finalement au fur et à mesure de la vie. J'abonde dans ce sens-là. Plus qu'une théorie, même si on a écrit des livres sur le sujet, etc., mais le dialogue intérieur ne s'appuie pas sur une théorie compliquée. Elle peut être parfois complexe, mais certainement pas compliquée. Et c'est beaucoup plus un art de vivre et une pratique qu'une théorie philosophique ou psychologique qui s'enseigne. Et c'est bien pour la raison pour laquelle, d'ailleurs, les praticiens du dialogue intérieur se font à eux-mêmes l'obligation de le vivre, de le pratiquer et de le continuer. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on enseigne 2 heures par semaine ou par jour et puis on fait autre chose après. Donc l'individuation consiste à sortir de la division interne qu'on est souvent obligé de subir tant qu'on n'a pas pris conscience qu'en fait on est beaucoup plus que ce qu'on croit être et que les parties que le dialogue intérieur appelle primaires cachent souvent ce que Jung appelle l'ombre. Et c'est justement en accédant à une vision transcendante, supérieure, qu'on peut intégrer à la fois nos parties primaires et les parties de l'ombre. Donc, c'est s'enrichir en fait au cours de la vie. Okay. Et pour moi, c'est fortement relié à l'aspect humain, à tout ce qu'on a vécu avec Hal et Sidra Stone et qu'on continue à vivre avec toute la communauté du dialogue intérieur qui est
humainement extrêmement riche et très cohérente avec le message de base. Voilà. Okay. Merci pour ce beau partage. S'il y avait quelques idées clés du Voice Dialogue que vous voulez mettre en avant, ce seraient lesquelles? On pourrait dire identifier, désidentifier et intégrer. Alors, je reprends parce que ça fait un peu concis. Identifier, c'est repérer ce que j'aime bien appeler nos parties primaires et par conséquent à l'opposé les parties reniées, ce qui correspond bien souvent d'ailleurs avec ce qu'on appelle les fonctions dominantes ou les fonctions de bombe dans la typologie jungienne. Donc, c'est savoir comment l'on fonctionne. Se désidentifier, c'est justement, après avoir repéré, ne pas être la victime de nos sous-personnalités dominantes, c'est-à-dire pouvoir s'en distancier, parce qu'on ne peut pas changer tant qu'on n'a pas, si on reste cramponné au pôle qu'on a toujours fait. Si on pratique tout ce qui a toujours été fait de la même manière, eh bien on obtient le résultat qu'on a toujours obtenu et rien ne change. Donc il faut quelque part vider la tasse de thé avant de pouvoir la remplir. Et une fois qu'on a fait cet espace, alors les pôles opposés, en fonction de l'ombre, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire, peut commencer à apparaître. Rien ne sert de faire du mind building pour développer le pôle opposé tant que le primaire reste en place. Ah, ça consiste à changer de posture. Au lieu d'être au centre de sa partie primaire et d'être dans des œillères, c'est pouvoir faire un pas de côté et dès ce moment-là, on est déjà dans l'émergence d'un moi conscient d'une opposition et ça laisse de la place en fait aux parties qui sont reniées parce qu'elles sont écrasées par les parties primaires qui dominent, quoi. Okay. C'est donc sortir d'une relation dominant-dominée interne pour accéder à une démocratie intérieure, en fait. Ah, on dit. Une démocratie, hein, pas seulement sur le papier. Alors, en dialogue intérieur, on est accompagné par un facilitateur ou un facilitateur. Et quel est son rôle quel est le rôle de cette personne qui facilite? Nous, on forme justement des facilitateurs, puisqu'on a créé une école de coaching qui forme des coachs, autrement dit, c'est des accompagnants. Nous, on préfère le terme d'ailleurs d'accompagnement. Le terme de facilitateur est intéressant aussi parce qu'il n'apporte rien de lui-même, sauf cette capacité à faire émerger chez son client cette prise de conscience, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, sans jugement. Donc, les qualités du coach ou de l'accompagnant ou du facilitateur, c'est vraiment d'être comme une surface lisse, je dirais, qui permet à la personne de faire son propre travail, en fait. Il ne donne pas de conseils, il ne force pas, mais il dialogue, il va aider chaque sous-personnalité à s'exprimer en instaurant un dialogue très naturel avec chacune. Et puis, il va aussi, évidemment, permettre à la personne de se situer dans cette partie centrale qui lui permettra d'intégrer toutes les sous-personnalités qui sont exprimées dans la séance, en fait. Il fonctionne un peu comme un catalyseur en chimie. Il est nécessaire pour faciliter la transformation, mais à la sortie, il n'est pas dedans. Waouh! Donc, c'est quand même un rôle, à la fois, j'entends que vous dites, c'est un rôle où il ne se met pas dedans, il ne donne pas de conseils, mais à la fois, c'est un rôle extrêmement important. Absolument. Donc, le choix d'un facilitateur est vraiment très important. Alors, comme vous en avez formé beaucoup, dont moi, par exemple, et je vous en remercie, puisque j'ai été une de vos élèves, et j'en suis vraiment contente, parce que j'ai beaucoup appris chez vous. De votre point de vue, si vous aviez des conseils quand même à donner
à quelqu'un qui veut choisir un facilitateur ou une facilitatrice? Je dirais d'abord vérifier la compétence. Alors, c'est difficile à dire, mais il y a des formations qui existent, qui sont connues. Il y a un répertoire des facilitateurs en dialogue intérieur que justement Myriam, tu prends en charge, qui n'est pas une grille de sélection, mais qui est ceux qui s'engagent à respecter une charte déontologique, donc c'est déjà un critère. Puis je pense qu'il y a aussi par rapport à tout travail à caractère d'accompagnement, le fit entre le coach et le coaché, le facilitateur et le facilité. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer si on n'est pas en accord avec l'accompagnateur qu'on a choisi, sachant bien entendu qu'il y a des moments où on ne va pas l'aimer parce qu'il ne va pas dire des choses toujours très agréables, mais il faut qu'il y ait vraiment un accord entre les deux pour que ça puisse fonctionner. J'ajouterais peut-être aussi s'assurer qu'il est sous supervision, qu'il continue lui-même son propre travail. Ça, c'est essentiel. Ça relève justement de la déontologie du métier. Voilà. Oui, vous parlez d'une charte de déontologie et je sais que vous êtes aussi des pionniers là-dedans, aussi là, où vous avez fait partie d'une équipe internationale qui a mis la charte IVDA sur pied. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, on était conscient de la difficulté dont on vient de parler, c'est-à-dire d'assurer une qualité de l'exercice du métier de facilitateur, dans la mesure où les Stones n'ont délibérément pas souhaité organiser une certification pour les raisons qui leur sont propres. Ça a beaucoup d'avantages, mais l'inconvénient, c'est que si n'importe qui s'institue facilitateur sous prétexte qu'il a fait 2 ou 3 séances, ça ne nous semble pas sérieux. Donc on s'est concerté avec d'autres seniors enseignants européens, puis il y a des Américains qui se sont rattachés. Pour une fois, c'était une initiative française et européenne. Et donc on a passé beaucoup de temps à réfléchir justement aux principes de base pour garder une qualité d'utilisation du dialogue intérieur. Voilà. Ce n'est pas des règles rigides, c'est des principes éthiques en fait. Et tous les gens qui ont été formés dans les différentes écoles peuvent l'assigner. On a à l'heure actuelle des gens du monde entier en fait, parce que le dialogue intérieur est extrêmement répandu. Pas seulement en Europe, mais en Asie, etc. Donc, voilà, c'est complètement international. Ok, merci. Merci Pierre et Geneviève pour cette pause. Je vous propose qu'on se dise au revoir pour le moment, parce que nous allons nous retrouver pour une autre pause où je vous poserai des questions sur votre expérience avec le dialogue, plus parler de vous, parce que c'est intéressant que nous ayons l'occasion de vous entendre avec toute votre expérience. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Myriam. Merci.